Bonjour à tous, c'est Marie-Odile du blog du coaching. Je vous souhaite une belle journée et je vais profiter de ce direct pour répondre à une personne qui m'a contacté sur le thème d'hier et qui échangeait sur ce que je disais sur survivre plutôt que vivre. Et cette personne me disait, en Suisse c'est pareil, en fait on est aussi dans la survie et on n'est pas forcément dans la vie. Et donc je répondais à cette personne, mais alors qu'est-ce qu'il faut changer pour ne pas survivre, mais vivre? Coucou Michel, coucou Anne, ça y est, je commence à voir les gens se connecter en direct. Alors il y a pas mal de gens qui me font des coucous. Renaud, non, vous avez le droit de me tutoyer, il n'y a pas de souci. Alors, donc je lui demandais que qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre et non pas avoir ce sentiment de survivre. Et cette personne me répondait, trouver un sens à sa vie. Et ça m'a fait penser que moi, c'était la question que je posais depuis l'âge de 15 ans à mes profs de français. Dès 15 ans, j'allais les voir et je leur disais, mais c'est quoi le sens de la vie? Alors, je lisais les grands auteurs, je lisais Gide, je lisais Hermanès, je lisais tout un tas d'auteurs qui réfléchissaient sur le sens de la vie, sur l'existentiel, et je cherchais le sens de la vie. Et, euh, et puis finalement, je me rends compte que encore maintenant, il y a plein de stages de développement personnel où le thème c'est trouver votre mission de vie. Enfin, il y a quelque chose qui est même pas de l'ordre de trouver, c'est presque s'en rappeler. Comme si on était né avec une mission de vie et qu'il y avait des pauvres abrutis qui l'avaient oublié, qui avaient oublié la notice de leur propre vie. Et donc, il fallait faire un stage pour retrouver cette mission de vie. Alors, pour moi, ça c'est plus une croyance. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que c'est plus une croyance érigée comme quelque chose d'universel. Et moi, j'aime bien que ça garde le statut de croyance. Et, euh, et en fait, moi, j'en viens à la conclusion suivante, c'est que je crois plutôt, et ça c'est ma croyance à moi, que je partage, je ne dis pas que c'est une vérité universelle, c'est juste ma croyance que je partage avec vous. Je crois plutôt que la mission de vie, on la décide et on la choisit. Et on est plus à même de la choisir et de la décider en se connaissant. Parfois, j'allais dire en vieillissant, parce que souvent en vieillissant, on se connaît mieux. Mais surtout en se connaissant, en fait, en sachant ce qu'on aime faire, ce qui a du sens pour nous. Et du coup, si on trouve du sens pour nous au quotidien, on peut trouver du sens à notre vie globale. Et donc, voilà, j'adhère pas forcément avec cette histoire de mission de vie collée à la naissance, et puis qu'il faut retrouver ensuite. Bon, c'est pas tellement. J'ai l'impression, moi, ça me donne l'impression qu'une fois qu'on s'est débarrassé du rôle que voulaient nos parents pour nous, eh ben, on se met à chercher le rôle que voulait Dieu ou l'univers pour nous. J'ai l'impression que je ne fais que déplacer le problème et du coup je me dis mais pourquoi j'ai besoin de trouver le rôle que quelqu'un d'autre, que ce soit mes parents, que ce soit l'univers ou le bon Dieu, a pour moi? Est-ce que c'est pas plus intéressant de trouver le projet que j'ai pour moi-même dans ma propre vie? Moi ça me paraît plus sympa. Et puis aussi ça me met en contact avec le fait que ma croyance fondamentale, c'est que je suis née libre. Et je ne suis pas née avec le projet, y compris de Dieu, de l'univers, un projet quelconque que quelqu'un d'autre aurait pour moi. Sinon, je suis plus libre du tout. Sinon, ça veut dire que tout est écrit d'avance et que mon seul rôle, c'est de retrouver ce qui a été écrit pour moi. Alors, en espérant que c'est quand même un scénario sympa, hein, parce que sinon, c'est vraiment pas de bol. Et quelque part, ça me déresponsabilise de mes propres choix. Et en Gestalt, on travaille sur retrouver la responsabilité de ses mots, de ses pensées, de ses décisions, de ses choix. Et je trouve que c'est une option existentielle qui pour moi est beaucoup plus sympathique. Donc voilà, du coup je la partage avec vous. Et la deuxième chose que disait cette personne sur comment faire pour la question que je lui disais, donc comment faire pour vivre plutôt que survivre, elle me disait être en paix avec soi-même. Et ça aussi, c'est super intéressant comme idée parce que être en paix avec soi-même, ça prend du temps parce qu'on est, je crois qu'on est surtout conditionné pour, surtout en France ou dans l'Occident,
à pas passer de temps avec soi-même. Et j'ai l'impression que la vie est tellement speed et organisée de sorte que finalement peu de gens ont du temps ou arrivent à se libérer du temps pour simplement être avec eux-mêmes. Et donc oui, ça prend du temps d'être en paix avec soi, ça prend du temps d'être en paix avec son passé, parce qu'en fait, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais personnellement, moi, quand je ne suis pas en paix avec moi-même, eh ben, c'est pas vraiment ma propre voix à l'intérieur qui parle. C'est souvent la voix de mes parents, ou de mon éducation, ou de mon milieu, mais c'est pas ma voix à moi. Donc, je suis pas en paix avec moi-même parce que quelque part, j'introjecte, je m'attribue cette petite voix intérieure, et quand je mets de la conscience dessus, je me dis, mais en fait, c'est pas du tout moi qui suis en train de parler, qui suis en train de me juger, qui suis en train justement de faire que je ne suis plus en paix. Ça vient d'ailleurs, ça vient de mon passé, ça vient de mes parents, c'est la petite voix de ma mère ou de mon père que j'ai mis à l'intérieur et qui me pourrit mon quotidien. Donc voilà, être en paix avec soi, je crois que ça passe d'abord par être en paix avec son passé, mettre de la conscience sur ce qui nous agite, sur quelles sont les croyances familiales qu'on a introjectées, c'est-à-dire qu'on a avalé tout cru parce qu'à l'époque on n'avait pas d'autre choix psychique pour faire autrement. Et puis mettre de la conscience sur ça, et puis s'en libérer tout simplement, s'en libérer. Et ça passe. Alors moi, je ne connais pas d'autres moyens, hein, pour moi, ça passe, en tout cas dans mon chemin, ça a passé par la psychothérapie, et ça a passé notamment par la psychothérapie Gestalt. Alors, la Gestalt, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous faire un cours ce matin là-dessus. En revanche, je vous ai fait une vidéo où parce que souvent on me pose la question, et je me suis rendu compte à quel point moi-même qui étais gestaltiste, quand je devais expliquer ce que c'était la gestalt, j'avais quand même du mal à l'expliquer avec des mots simples. Et du coup, je me suis dit, et même quand j'entendais des fois les collègues l'expliquer, je me suis dit, bon, on n'est pas foutu de l'expliquer simplement. Et donc, je vais me faire l'exercice de trouver des mots simples pour expliquer ce que c'est la gestalt thérapie. Donc du coup, j'ai fait une vidéo. Alors je l'ai dû l'appeler la gestalt enfin expliquée avec des mots simples. Et, euh, et donc, je l'ai mise en ligne sur YouTube, sur Vimeo et sur mon site qui s'appelle, comment j'ai appelé mon site? Psychothérapie, gestaltthérapie.fr. Voilà, psychothérapie-gestalt-thérapie.fr. Et donc, si vous allez sur ce site, vous allez trouver ma vidéo qui essaye d'expliquer, qui est une tentative d'expliquer la gestalt thérapie avec des mots simples. Et effectivement, il y a quelqu'un qui me met un autre moyen, vivre l'instant présent, tout est vibratoire. Oui, je suis d'accord avec ça, Barbara. Je suis d'accord avec que tout est vibratoire, et aussi que c'est une bonne idée de vivre l'instant présent. Mais ce que je constate aussi, c'est que c'est très compliqué pour beaucoup de monde de vivre l'instant présent. Et, euh, et j'en veux pour preuve que j'ai fait un stage il y a quelques années où je suis allée faire une quête de vision et une quête de sens sur, alors pas sûr, mais au Québec, avec une ancienne gestalt thérapeute qui s'appelait Paul Lebrun. Et alors pour ceux que ça intéresse, Paul Lebrun, salut Valérie, coucou, elle a écrit un livre vraiment passionnant. Moi je trouve que c'est un des livres sur le chamanisme le plus intéressant que j'ai lu. Qu'est-ce qui met mode économie d'énergie? Ouh là, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais quand même continuer jusqu'à ce que ça coupe. Donc Paul Lebrun faisait un stage. Alors c'était un stage, ça s'appelait quête de vision, quête de sens. C'était un rituel amérindien qui consistait à passer 9 jours ensemble, dont 4 jours de jeûne, alors de jeûne sans nourriture, mais avec de l'eau quand même. Alors, quand on me connaît, moi, pas manger pendant 4 jours, autant vous dire que c'était pas gagné, hein, parce que j'adore la nourriture, j'adore manger, donc c'était pas gagné ce stage. Et dans ces 4 jours de jeûne, on allait passer 3 jours sur une île déserte. Déserte. C'est-à-dire qu'il y avait 17 îles et 17 stagiaires. Et donc, le but, c'était d'être vraiment, de passer 3 jours entiers seul avec soi-même. Et en fait, dans le groupe, il y a des gens qui n'ont pas supporté, qui soit réclamaient des contacts, donc on avait un moyen
de mettre un signal pour dire venez me voir, j'en peux plus, venez me parler. Et sinon, il y a d'autres personnes qui, par exemple, il y a une personne qui a construit une cagette pendant 3 jours en bois avec ce qu'il trouvait sur l'île. Parce qu'il ne pouvait plus être en contact avec lui-même, c'était trop difficile. Trop difficile d'être juste avec soi dans l'instant présent. Donc, effectivement, vivre l'instant présent, vivre dans l'ici et maintenant, en tant que thérapeute, on dit tous que ouais, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est ça qu'il faut faire, mais c'est super dur. Il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Et donc, pour être dans l'ici et maintenant et tranquille avec soi-même, justement être en paix intérieure, ben, pour moi, ça passe par la psychothérapie. En tout cas, ça a été mon chemin, j'en ai pas trouvé d'autres, et ça a été un chemin efficace. Donc voilà, c'était le petit partage du jour. Si vous avez envie de lire, moi je vous invite vraiment à lire le livre qu'a écrit Paul Lebrun. Peut-être que j'en reparlerai dans un Facebook Live. Je crois que ça s'appelle Quête de vision, quête de sens. On trouve sur Amazon. Et alors franchement, ce livre est magnifique. Au bout du tiers, j'étais sur Internet en train de m'inscrire à un de ses stages. Alors malheureusement, Paul Lebrun est décédé depuis d'un cancer du sein. Mais son équipe continue à organiser les quêtes de vision amérindiennes. Il y en a qui ont lieu en octobre en Arizona. Et sinon, moi j'ai fait celle de juillet qui est sur des îles au Québec. Et en fait, on va dire que celle de juillet est plus dans une énergie yin, c'est-à-dire on est entouré d'eau, il y a quelque chose de doux, alors que celle en Arizona est plus dans une énergie yang, c'est-à-dire que c'est vraiment les rochers de l'Arizona, c'est la roche, c'est le minéral, c'est voilà, c'est une énergie un peu plus masculine, en tout cas différente. Donc voilà, c'est vraiment des stages. Bon, Paul Lebrun n'est plus là, mais je pense que son équipe est très efficace et très compétente. Et de toute façon, l'intérêt de ce stage, ça sera ce que vous allez vivre, vous, avec vous-même, pendant ces 4 jours de jeûne, pendant ces 3 jours isolés de tout le monde, seul avec vous-même, sans rien faire pour vous occuper. Donc voilà, je vais arrêter aujourd'hui, là, mon Facebook Live d'aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous nourrit. En tout cas, merci à tous ceux qui le suivent, merci à tous ceux qui m'encouragent à continuer, merci à tous les messages super sympas que je reçois pendant le Facebook Live ou après ou en privé. C'est vraiment super sympa. Ça m'encourage vraiment à allumer quotidiennement ma caméra et à partager des jolies choses avec vous. Je vous souhaite un bon dimanche. Essayez de vivre et de ne pas survivre. Et voilà, et je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Coucou Thierry, c'est la fin, donc il faudra que tu le regardes en replay. Ciao, ciao!